Bonjour tout le monde, je m'appelle Louis Monzan. Je suis très excité aujourd'hui de vous parler des résultats de mon projet de passage au doctorat. Donc c'est un projet que je réalise pas seul, c'est pourquoi j'aimerais souligner la contribution des différents collaborateurs, notamment Joël Betty et Dominique Gravel pour la supervision. Le projet s'intitule Ce qui se passe à l'extérieur de la toundra concerne la toundra, le cas d'un réseau de migration en Arctique. Donc allons-y. Les espèces migratrices arctiques, tout comme les scientifiques de l'Arctique, dont la majorité d'entre vous, vont passer l'hiver au sud de l'Arctique. Ensuite, au printemps, vont parcourir des milliers de kilomètres pour rejoindre les milieux arctiques à l'été, afin de recueillir le maximum de données ou les espèces migratrices pour produire le maximum de jeunes, et ensuite retourner dans les aires d'hivernage. Et donc, un seul site arctique ou une communauté peut compter plusieurs espèces migratrices provenant d'aires d'hivernage différentes, tout comme un site de recherche en Arctique peut compter des chercheurs et des chercheuses de différentes universités, parfois distribués dans différents pays. Et donc, un site arctique est connecté à plusieurs endroits à travers le globe par le biais des espèces migratrices. Et chacune de ces espèces migratrices va faire face à des conditions différentes pendant l'ère d'hivernage. Et donc, s'il y a des modifications des conditions sur les aires d'hivernage, ça peut causer des répercussions avec des effets en cascade sur les écosystèmes arctiques ou les communautés arctiques. Et un très bon exemple de ça, c'est le cas de la petite oie des neiges en Amérique du Nord, où des changements de régime d'agriculture ont mené à une surabondance de nourriture pour l'oie des neiges, qui a mené à une croissance exponentielle de la population, et ensuite, les populations surabondantes d'oies des neiges ont causé un surbroutement dans certains milieux arctiques qui a mené à des changements drastiques des communautés et des écosystèmes, comme ici on peut voir en haut, avec une désertification d'une communauté. Les espèces migratrices peuvent alors transporter des contaminants aussi qui peuvent s'accumuler dans des communautés, et des modifications de l'habitat peuvent changer l'abondance d'une espèce, qui va changer les interactions aussi avec les autres espèces, qui sont tous des mécanismes qui peuvent générer des effets en cascade. Et une façon de définir les voies de propagation de ces perturbations entre les communautés par les espèces migratrices, c'est d'utiliser un réseau de migration. Donc ici, vous avez un exemple de réseau de migration pour l'hirondelle bicolore en Amérique du Nord, où les points bleus représentent des aires d'hivernage, les points jaunes vont représenter des haltes migratoires et les points rouges vont représenter des sites de reproduction. Et donc, si on a par exemple une perte d'habitat au Mexique sur ces points bleus-là, il y a plus de chances que les répercussions se fassent sentir sur ce site de reproduction, par exemple avec des espèces qui vont interagir avec l'hirondelle bicolore, que sur un site qui est très peu connecté ou pas connecté avec ces aires d'hivernage. Mais comme les sites arctiques comportent une forte proportion d'espèces migratrices, ce serait important de considérer l'ensemble des connexions migratoires réalisées par les espèces migratrices d'une communauté. Donc ici, si on a une communauté, par exemple d'un site arctique, avec plusieurs espèces qui vont dans différentes aires d'hivernage lorsqu'elles quittent l'Arctique, donc on obtient un certain patron de connexion entre une communauté arctique et diverses régions du globe. Et on a nommé cette nouvelle représentation d'un réseau de migration à l'échelle d'une communauté, un réseau de migration d'une communauté, de façon très originale. Et donc, notre objectif est donc de définir et de décrire le réseau de migration d'une communauté toundrique en Arctique. Et on a ciblé la communauté de l'île Bylot, située au Nunavut, dans le nord canadien. Donc, grâce à un suivi écosystémique à long terme et plusieurs chercheurs et chercheuses qui ont participé à ce suivi au cours des dernières années, dont je souhaite également remercier, on a identifié 31 espèces migratrices sur l'île Bylot et 4 espèces de vertébrés résidents. Donc, une très forte proportion d'espèces migratrices qui sont à l'île Bylot. Et pour chacune des espèces migratrices, on a délimité l'aire d'hivernage avec deux types de données, soit des dispositifs de suivi qui ont été installés sur des individus directement sur le site d'étude. Et je souhaite également remercier encore une fois tous ceux qui ont participé à la collecte de cette donnée-là au fil des dernières années. Et pour les espèces sur lesquelles on n'avait pas de données de suivi précis, on a utilisé des cartes de distribution générale de l'espèce qu'on a raffiné au niveau de la population en utilisant les corridors de migration utilisés par les populations au site d'étude. Donc ici, vous avez une représentation simplifiée du réseau trophique de l'île Bylot avec les différents groupes fonctionnels.
Et ici, vous pouvez voir les différentes connexions spatiales avec la migration et les aires d'hivernage de la communauté de l'île Bylot. Donc, chaque cercle représente le centroïde d'une aire d'hivernage d'une espèce. Et ici, pour les losanges, c'est une espèce, par exemple, de limicole qui utilise à la fois les deux côtes atlantiques. C'est pourquoi on utilise deux centroïdes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les espèces migratrices de l'île Bylot vont utiliser autant les milieux de l'Amérique du Nord que de l'Amérique du Sud, que des côtes atlantiques et aussi un petit peu en Afrique. Ensuite, on a utilisé une caractérisation des régions biogéographiques à l'échelle des écorégions. Ici, j'ai représenté les différentes écorégions dans le sud du Québec pour donner une idée de la taille que peut avoir une écorégion. Et on a utilisé cette caractérisation-là à l'échelle pour les milieux terrestres, marins et côtiers. Ensuite, on a réalisé une analyse de modularité qui permet de détecter des groupes dans un réseau. Donc, sur l'axe des Y, vous avez les différentes espèces migratrices qu'on retrouve à l'île Bylot. Sur l'axe des X, on a les différentes écorégions du globe. Et avec un réseau totalement aléatoire, on obtiendrait quelque chose comme ceci. Donc, pas vraiment de structure apparente de groupe dans un réseau. Mais on a plutôt obtenu quelque chose comme ça. Donc, on peut voir des groupes d'espèces migratrices qui vont utiliser des régions similaires pendant la période d'hivernage. Et donc, si je vous présente quelques-uns de ces modules, on a ici un module qui peut être composé d'une seule espèce, comme le pluvier grand gravelot, qui va utiliser des milieux dans le nord-ouest de l'Afrique. On a un groupe de limicoles qui va utiliser les milieux terrestres en Amérique du Sud. On a un groupe d'espèces plutôt arctiques qui est composé d'un migrateur de courte distance et d'un migrateur partiel qui est le renard arctique, qui va effectuer des excursions dans les milieux adjacents au site d'étude. Ensuite, on a un groupe de limicoles qui va utiliser plutôt les milieux côtiers atlantiques et on a un groupe d'espèces qui va utiliser divers milieux à travers l'Amérique du Nord. Et donc, l'identification de modules est comme des portes d'entrée pour des perturbations dans un réseau. Et les perturbations peuvent se propager entre les différents modules. Donc, si on a une perturbation sur l'aire d'hivernage des oies, qui fait partie du module de l'Amérique du Nord, ça peut se propager à divers modules, donc à diverses régions à travers le globe, par le biais d'interactions trophiques en Arctique qui ont été documentées sur le site d'étude, comme l'interaction indirecte entre les oies et les limicoles. Donc, une perturbation comme l'agriculture en Amérique du Nord pourrait se propager à diverses régions à travers le globe par le biais d'interactions trophiques en Arctique. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation, c'est 3 points principaux, soit la nouvelle représentation qu'on propose pour intégrer les connexions spatiales par la migration à l'échelle d'une communauté et en définissant le réseau de migration d'une communauté de l'île Bylot, ça nous a permis de déterminer que les connexions spatiales par la migration à l'échelle d'une communauté ne sont pas aléatoires et ça l'influence comment des perturbations peuvent se propager entre des communautés, mais aussi au sein d'une communauté arctique. Et donc, la caractérisation de la migration à l'échelle d'une communauté, c'est une première étape pour évaluer la sensibilité des écosystèmes arctiques face à des perturbations qui peuvent se produire dans des endroits qui sont éloignés, mais qui sont tout de même connectés par la migration. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à ma présentation et je vais être disponible pour des questions. Merci.